Bon, avant de commencer, il faut qu'on parle d'une chose. L'imagination de George Lucas est un bolide à deux vitesses. D'un côté, il a su fonder l'univers d'un space opéra shakespearien incroyablement riche, mêlant intrigues politiques, arts martiaux, quêtes initiatiques, mysticisme et batailles au pistolet laser, dont l'incroyable galerie de personnages oscille entre questionnement de leur valeur morale, gestes héroïques, trahison ou rédemption, et il a imaginé pour ça quelques-unes des figures les plus iconiques de la science-fiction, voire de fiction tout court, et des technologies futuristes qui font désormais partie des fondations de la pop culture. Et puis, d'un autre côté, quand on pense 2 secondes aux planètes qui servent de décor à toutes ces aventures, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles doivent être probablement quelque chose comme un condensé de ces destinations de vacances, avec peu, voire pas de valeur ajoutée du tout. Une planète New York, une planète désert, une planète océan, une planète forêt, une planète marécage, une planète palais italien, une planète termitière ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je m'arrête là, vous m'avez compris. Tu veux une nouvelle planète, tu tires une fléchette sur une map monde, et hop, emballé, c'est pesé. Salut les terriens. Ah, les planètes de Star Wars. Certaines font presque autant partie du mythe de la saga que les personnages principaux, on les retrouve d'un épisode à l'autre, leurs décors évoluent comme des histoires parallèles, mais pourquoi donc notre petit génie de George Lucas ne s'est à ce point pas foulé ? Ces planètes, un petit peu caricaturales, pourraient-elles seulement exister, et surtout auraient-elles vraiment une chance d'être habitables par des humains ? Bon, en supposant tout de même que l'humanité d'il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, est à peu près la même biologie que nous évidemment. Sinon, y aurait pas grand chose à en dire, hein. En tout cas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en commençant par la plus fameuse d'entre toutes, celle où toute l'histoire commence, j'ai nommé Tatooine. Alors, attachez vos ceintures, rangez vos pelles et vos seaux, on passe en vitesse lumière pour un voyage à travers la galaxie Star Wars. Allez Chico, on met la gomme. En parlant de destination de vacances, si vous visitez un jour la Tunisie, vous pourriez bien avoir envie de faire un crochet par Matmata. Car oui, pour les trentenaires, Matmata, avant d'être un groupe de rock breton des années 90, c'est surtout un village accroché à flanc de montagne aux portes du désert tunisien. Et si par hasard il vous arrivait de passer par là, vous pourriez bien vous croire soudain transporté à quelques millions d'années-lumière sur une planète plus connue pour avoir vu grandir un charmant chérubin, destiné rien de moins qu'à renverser l'Empire Galactique et restaurer l'Ordre Jedi. En effet, la région de Matmata est surtout connue pour abriter des habitations troglodytes, ces maisons dont le principe remonte à plus de 3 millénaires, qui sont en général creusées dans la roche meuble autour d'un puits circulaire qui sert de cour intérieure. Les pièces se répartissent alors en étoiles autour de ce cylindre, ou sont parfois creusées directement à flanc de montagne. S'il se trouve que vous descendiez plus précisément à l'hôtel Sidi Idriss, l'une des versions modernes de ces habitations ancestrales destinées à accueillir des touristes, comme on en retrouve quelques-unes dans le coin, alors vous aurez même peut-être une franche impression de déjà-vu, puisque c'est précisément là qu'ont été tournées les scènes de la vie de famille de Luke, son oncle et sa tante au tout début de l'épisode 4. Bon, de là à penser que le bon George y a fait escale en vacances avant d'écrire son script, il n'y a qu'un pas. D'ailleurs, vous noterez qu'à quelques dizaines de kilomètres au sud de Matmata se trouve la ville de Tatooine. Tiens, c'est un hasard ? Eh bien non, pas tellement, tout le décor de cette planète est entièrement calqué sur le désert tunisien, et le reste des décors, y compris ceux des épisodes plus tardifs, sont à contempler dans la région de Tozeur, quelques kilomètres plus à l'ouest. Mais peu importe, concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, à savoir, serait-il vraiment possible pour des humains de vivre sur une planète comme Tatooine ? Tout au long de la saga, on récolte un certain nombre d'informations sur ce monde. D'abord, bien sûr, qu'elle orbite autour de 2 étoiles, de taille et de nature apparemment comparables, que les héros aiment contempler pensivement lorsqu'elles se couchent presque en même temps, et mine de rien, ça nous en apprend beaucoup sur la situation très particulière de la planète, mais on y reviendra dans quelques instants. On découvre aussi qu'elle abrite tout un bestiaire d'espèces indigènes, dont les Banta, un genre de gros yak utilisé comme bête de somme, le Dewback, un lézard géant aussi utilisé pour transporter des charges lourdes, mais aussi de plus inquiétantes comme le Sarlacc, tapi dans son trou au milieu du désert et qui avale tout ce qui fait l'erreur de tomber à lui, ou encore 2 autres espèces considérées comme intelligentes que sont les Tusken et les Jawa. On nous indique donc que non seulement il est possible de survivre sur Tatooine, mais que la vie est même apparue pour accoucher d'aussi charmantes créatures. Comme souvent chez George Lucas, c'est un monde qui trouve une inspiration directe dans de la fiction plus ancienne, et en particulier dans la planète d'Arrakis de la série Dune de Frank Herbert. Et oui, rien n'est jamais sorti du chapeau. Mais autant le monde d'Arrakis fait l'objet dans les romans d'Herbert de dissertations sur son climat, autant Tatooine garde assez précieusement ses mystères.
tout ce qu'on nous en montre, c'est que le désert la recouvre entièrement. Vu de l'espace, si on empile les scènes de survol des différents opus, il ne semble pas y avoir la moindre étendue d'eau, la moindre glace au pôle, seulement un désert sans fin qui la recouvre à peu près uniformément. Et ça, on va pas se mentir, ça pose question. Voyons donc ce qu'on peut déduire de toutes ces informations. D'abord, commençons avec ces deux soleils qui sont sa caractéristique astronomique la plus marquante. Alors oui, les systèmes binaires de ce genre existent et ils sont même nombreux. On considère en fait aujourd'hui qu'environ un tiers des systèmes de notre galaxie sont constitués d'étoiles doubles ou multiples. Mais attention, il s'agit de ne pas confondre ici étoiles binaires et étoiles doubles. Ce qu'on appelle des étoiles doubles, ce sont deux étoiles qui nous apparaissent collées l'une à l'autre, vues depuis la Terre, dans notre ciel, mais qui en réalité peuvent être éloignées de distances immenses, possiblement des milliers d'années-lumière. Elles ne nous apparaissent alors proches que parce qu'elles se trouvent à peu près dans la même direction, et il ne s'agit en fait que d'une affaire de perspective. Elles vivent en réalité leur vie d'étoiles de façon totalement indépendante, et seraient en fait vues séparées si on les regardait depuis n'importe où ailleurs. Les étoiles binaires, elles, par contre, sont réellement deux étoiles orbitant l'une autour de l'autre, et dans l'immense majorité des cas, elles sont si proches qu'on ne les voit que comme une seule depuis la Terre. Il faut alors faire appel à des techniques poussées, comme étudier les variations de luminosité que provoquent les éclipses de l'une par l'autre, ou les effets Doppler provoqués par leur mouvement relatif pour les détecter. Ce qu'on peut dire des étoiles de Tatooine, c'est déjà qu'elles semblent toutes les deux se comparer à notre Soleil, à la fois en termes de couleur, d'intensité lumineuse et de diamètre apparent vu depuis sa zone habitable. À leur coucher, la plus basse sur l'horizon a toujours l'air plus rouge que l'autre, mais ça ressemble plus à un effet atmosphérique qu'à une réelle différence de nature. Tout ça semble indiquer qu'il s'agit de deux étoiles de la séquence principale dans leur beau jour, en train de fusionner paisiblement leur hydrogène, exactement comme notre propre Soleil est en train de le faire. Bon, le fait que ce soit effectivement des images de notre Soleil, assemblées pour créer ces scènes, y est probablement pour quelque chose, mais ne soyez pas taquins. Par contre, il est probable qu'il s'agisse de deux étoiles passablement moins lumineuses que notre Soleil. Et oui, car si on plaçait soudain chez nous deux soleils au lieu d'un seul dans le ciel, la Terre recevrait basiquement 2 fois plus d'énergie qu'aujourd'hui, et 2 fois plus d'énergie, ça veut dire un climat infiniment plus chaud, 2 fois plus de rayons ionisants, une atmosphère partiellement soufflée par un vent solaire 2 fois plus intense, en bref, une planète parfaitement invivable à la surface à moitié calcinée. Ça n'a pas l'air d'un plan très alléchant. Mais par contre, en supposant que ces étoiles soient par exemple des naines oranges, la version légèrement plus faible et douce de notre propre Soleil, alors tout rentre relativement dans l'ordre. En revanche, ce qui a longtemps été moins évident, c'est la possibilité que ce genre de système, qui existe bel et bien, puisse abriter des planètes. Et oui, autour d'une étoile simple, l'orbite d'une planète peut rester stable pendant des milliards d'années, la masse centrale formée par l'étoile immobile constitue un point d'ancrage fiable, son champ gravitationnel reste constant, et la mécanique de Kepler s'y applique sans mal. Mais deux étoiles de masse similaire, comme semble l'être celle de Tatooine, vont se tourner autour selon un mouvement déjà relativement complexe, et le champ gravitationnel qui en résulte est tout sauf constant pour d'éventuelles planètes tournant autour. On a donc ainsi longtemps considéré que les systèmes binaires ne pouvaient pas être stables, et que même si des planètes devaient s'y former, elles finiraient inévitablement par se faire éjecter un jour ou l'autre par cette instabilité. Mais il s'avère aujourd'hui que cette hypothèse n'était pas tout à fait juste, et en fait, les techniques de détection d'exoplanètes ayant fait des progrès considérables ces dernières années, elles ont même permis de mettre la main sur une poignée de ces systèmes improbables, dont certaines, peu nombreuses, correspondent finalement assez bien à celles de la famille Skywalker. Pour être plus précis, dans le cas des systèmes binaires, on distingue deux façons pour une planète d'orbiter autour de ces étoiles. D'abord le cas de type P, où la planète tourne autour des deux étoiles à la fois, dans un cercle large. Ensuite, on a le cas de type S, dans lequel la planète tourne en quelque sorte autour d'une étoile principale. Or, si on en croit les scènes des différents films, les étoiles de Tatooine sont toujours montrées proches l'une de l'autre, et il semble bien qu'on ait affaire à un rythme jour-nuit relativement classique. Deux informations qui indiquent que l'on aurait affaire à une planète de type P, tournant autour de ces deux étoiles à la fois. En effet, dans le cas d'un système de type S, la planète serait la moitié du temps privée de nuit, l'étoile secondaire se trouvant la moitié du temps à l'opposé l'une de l'autre dans le ciel, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici. Mais cette configuration P de Tatooine, qui tourne autour de ces deux étoiles en même temps, est aussi celle pour laquelle la stabilité de l'ensemble est la moins probable, surtout pour deux étoiles de masse similaire engagées dans une valse complexe autour de leur centre de gravité commun, induisant un champ gravitationnel extrêmement variable. D'autant que Tatooine a l'air de traîner assez près d'elle, vu le diamètre apparent avec lequel elles apparaissent dans son ciel, comparable à celui du Soleil chez nous. Or, plus une planète de type P orbite proche de ces étoiles, et plus elle subit les irrégularités de leur gravité commune. Il y a donc fort à parier que son orbite n'a rien d'une jolie ellipse quasi-circulaire comme celle de notre Terre.
De fait, la plupart des planètes détectées aujourd'hui autour de systèmes binaires sont de type S. On a alors affaire à une étoile principale très massive autour de laquelle orbitent à la fois une ou plusieurs planètes, ainsi qu'une étoile secondaire bien plus petite en périphérie. Un peu comme si, chez nous, Jupiter, la plus grosse planète de notre système, était remplacée par une étoile naine qui illuminerait nos nuits d'un éclat de pleine lune la moitié du temps. Mais les systèmes de type P, s'ils sont extrêmement rares, puisqu'on n'en recense qu'une dizaine sur des milliers d'exoplanètes détectées au moment où on écrit cette vidéo, ne sont pas totalement impossibles pour autant. En septembre 2011 et août 2012, 2 systèmes planétaires ont été découverts, tous les deux à l'aide du télescope spatial Kepler de la NASA. Il s'agit des 2 premiers exemples d'exoplanètes orbitant dans des systèmes binaires de type P, et dont les étoiles centrales ont des masses et des luminosités comparables à notre Soleil. Le premier de ces systèmes, nommé Kepler 16, est constitué d'une naine orange de 0,7 masse solaire et d'une naine rouge d'environ 0,2 masse solaire. On a ainsi une étoile principale autour de laquelle orbite une plus petite, mais aussi une planète qui a fait sensation lorsque ses caractéristiques ont été révélées. D'abord, elle fait le tour de ces étoiles en 229 jours, soit 2/3 d'année terrestre, mais surtout elle se trouve dans la zone habitable de son système, c'est-à-dire la plage d'éloignement à ces étoiles qui permet en théorie à l'eau d'exister sous forme liquide. Aussitôt surnommée Tatooine par la presse, elle a comme toujours dans ces cas-là alimenté quelques fantasmes. Mais malheureusement, la comparaison s'arrête là, il ne s'agit pas d'une planète rocheuse, mais d'une géante gazeuse d'environ 1/3 de la taille de Jupiter. Le système Kepler 47 contient lui 2 étoiles respectivement de 85 et 35% de la taille du Soleil, et si ces caractéristiques sont un peu plus éloignées de celles de Tatooine, il est par contre le premier à montrer que plusieurs planètes peuvent tourner de façon stable autour de binaires, puisque ce sont déjà 3 géantes gazeuses qui ont été répertoriées. Comment est-ce qu'une telle chose est possible alors que tout le monde pensait qu'un tel système ne pouvait que finir par l'éjection des planètes ? Eh bien, la stabilité d'ensemble de ce balai à 5 astres, dont les astronomes ont longtemps douté, tient vraisemblablement à l'apparition de phénomènes de résonance orbitale, comme celle qui lie les 4 lunes de Jupiter. Par contre, comment un tel système s'est-il formé et a acquis cette stabilité à partir d'un nuage moléculaire chaotique, ça reste en grande partie un mystère, mais le fait est qu'il existe bel et bien. Enfin, puisqu'on parlait tout à l'heure de systèmes composés de 2 naines oranges de taille similaire qui fourniraient à Tatooine une énergie convenable tout en paraissant relativement identique dans son ciel, laissez-moi vous présenter 36 Ophiuchi, un couple d'étoiles parfaites pour ce job, toutes deux d'environ 3/4 de la taille du Soleil. Et si pour l'instant aucune planète n'a encore été trouvée autour d'elle, elle nous montre au moins que ce genre de duo d'étoiles est tout à fait envisageable. Des systèmes stellaires complexes existent donc bien autour de couples binaires, dont certains correspondent parfaitement à la configuration observable depuis Tatooine. Et si jusqu'à aujourd'hui toutes les planètes détectées autour d'elles sont des géantes gazeuses, c'est tout simplement parce que ce sont les plus grandes, les plus massives et donc les plus faciles à détecter. Donc rien n'interdit qu'elles soient comme dans notre système, accompagnées d'une série de planètes telluriques. Le coucher de soleil mythique que Luke contemple à l'aube de son aventure interplanétaire n'a donc absolument rien d'un fantasme de science-fiction, il est même probable qu'on le retrouve sur un certain nombre de mondes dans notre propre galaxie. Ok, mais maintenant qu'on s'est assuré qu'une telle planète peut théoriquement exister, pourrait-elle par contre abriter la vie ? On l'a dit, il existe tout un écosystème sur Tatooine qui a amené à l'émergence des espèces intelligentes vaguement humanoïdes que sont les Tusken et les Jawa. Mais on est bien sûr en droit de se demander comment ? Comment des formes de vie aussi diverses et complexes ont pu naître sur un monde aussi hostile et par quel miracle y survivent-elles encore ? Je m'explique. Sur Terre, la vie n'est certainement pas apparue dans les déserts. Au contraire, son ingrédient de base est l'eau. Toutes les réactions de la chimie du vivant se produisent dans l'eau. Et aujourd'hui encore, plus de 3 milliards d'années après l'apparition de ce miracle, eh bien 70% de votre masse est toujours constituée de l'eau de vos cellules qui permet à ces nombreuses et complexes réactions d'y avoir lieu en solution. En résumé, pas d'eau en quantité pour servir de solvant à la chimie du carbone, pas de vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et il faut admettre quand même que la vie de Star Wars ressemble diablement à celle que l'on connaît. Du coup, un tel écosystème n'aurait eu aucune chance d'émerger sur un monde aussi aride qu'il nous est présenté, mais sans doute peut-on résoudre ce mystère avec un peu de mécanique orbitale. Dans notre système solaire, que l'on commence à connaître un peu, les planètes n'ont pas toujours été situées à la place qu'elles occupent aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle la migration planétaire. Dans les premières centaines de millions d'années de son histoire, les géantes que sont Jupiter et Saturne se sont rapprochées puis éloignées de notre étoile, et ce mouvement d'aller-retour a grandement participé à forger notre système sous sa forme actuelle.
On peut donc imaginer sans mal que Tatooine a eu elle aussi une histoire mouvementée, et qu'en d'autres temps, sa distance à son étoile a pu être légèrement plus grande et son climat plus doux, laissant peut-être l'eau liquide couler à sa surface assez longtemps pour y faire naître la vie. Après tout, pourquoi pas ? Les naines oranges autour desquelles elle orbite sont au passage parmi les étoiles les plus favorables à l'apparition de la vie, avec des vents solaires relativement faibles et une belle stabilité dans la durée. Une catastrophe quelconque aurait alors chamboulé son orbite et réchauffé son climat pour en faire le désert que l'on connaît. Ça vous paraît tiré par les cheveux ? Eh bien, dites-vous que jusque-là, on est plutôt resté dans le domaine du plausible, mais ça se dégrade franchement quand on commence à réfléchir à l'habitabilité de la planète au moment de l'intrigue. Et oui, parce que certes, sur Terre, on a vu apparaître des espèces adaptées à l'environnement désertique, chameaux, dromadaires, fennecs, scorpions, vipères des sables et autres cactus, pour n'en citer que quelques-unes des plus connues, ont tous su tirer leur épingle du jeu dans un écosystème particulièrement exigeant. Rareté de l'eau, températures extrêmes, il n'y a finalement rien qui empêche totalement la vie de s'implanter quelque part. Mais par contre, si toutes ces espèces survivent dans le Sahara, le désert de Gobi ou l'Atacama, ils le doivent tout de même avant tout au fait que le reste de la planète est lui parfaitement habitable. L'oxygène qu'ils respirent leur vient des forêts situées dans d'autres régions plus clémentes et du phytoplancton qui vit dans les océans. Le peu d'eau auquel ils accèdent ne leur parvient que parce qu'un cycle plus vaste inclut mer, rivières et nuages, et que l'atmosphère de leur désert contient donc une part d'humidité venue de plus loin. Mais là, sur Tatooine, ça commence à se compliquer franchement, si on en croit les quelques images vues de l'espace, les forêts et les océans, on oublie. C'est une planète uniquement recouverte par un désert bien désertique. Pas le choix, il va donc falloir penser à de nouvelles façons de construire physiquement un cycle de l'eau et de l'oxygène, sans mer, sans nuages et sans végétaux, et ça, vous vous en doutez, c'est pas gagné-gagné. Pourtant, de l'eau, il doit bien y en y avoir, au moins dans l'atmosphère. Vous vous souvenez de cet appareil bizarre au centre de la cour des Skywalker ? C'est ce qu'on appelle, dans Star Wars en tout cas, un vaporateur d'humidité. C'est une machine supposée extraire la vapeur d'eau de l'air pour la rendre disponible aux habitants, et vraisemblablement même à l'agriculture, puisque dans toute une scène, il est question de la période des moissons. Bon, le nom de l'appareil paraît déjà assez mal choisi, puisqu'il ne fait pas de la vapeur, mais il la collecte. Ainsi, un condensateur d'humidité aurait eu plus de sens. Mais dans tous les cas, si toute la civilisation de cette planète repose sur ces machines, c'est que de l'eau, il y en a dans l'air en quantité. Or, étrangement, il ne semble pas que l'on puisse observer la moindre différence entre les régions polaires et équatoriales. Pourtant, s'il se trouvait au moins assez d'eau dans l'atmosphère pour faire vivre des villes entières et même une agriculture en la captant ainsi, alors, sous des régions plus fraîches, elle devrait apparaître sous une forme ou une autre, calotte de glace, rivière ou au moins des nuages. Et oui, parce qu'en passant, il y a forcément des régions plus fraîches que d'autres sur une planète. Quand elle tourne sur un axe à peu près perpendiculaire au plan de son système, comme en atteste l'alternance jour-nuit, les pôles reçoivent forcément moins d'énergie de leur étoile, et ça c'est un phénomène universel. Sur Mars d'ailleurs, la planète désert par excellence de notre système solaire, on retrouve tout de même au pôle de superbes calottes glaciaires et même de rares nuages. Par contre, il faut bien avouer que sur Tatooine, ça reste le grand mystère. Comment faire vivre des villes entières d'humains et tout un bestiaire d'aliens sur une planète où l'eau est si rare que même au pôle, elle n'apparaît jamais ni liquide ni gelée. Alors, comment fonctionne son cycle et qui produit l'oxygène que tous respirent ? Eh bien, voilà les mystères qui nous restent sur les bras. Alors si je me permets de poser cette question apparemment absurde de l'habitabilité d'un monde imaginaire, ce n'est pas entièrement innocent, car avant de fantasmer de coloniser notre système solaire et la galaxie, il ne s'agirait pas d'oublier que nous, humains, sommes avant tout un élément d'un système écologique complexe, que sans tous les cycles et équilibres de l'air, de l'eau, du climat, propres à notre planète, nos chances de survie hors d'un scaphandre artificiel sont extrêmement faibles, et que faire figurer des humains sur un monde aussi simpliste ne suffit pas à assurer qu'ils auraient effectivement une chance d'y vivre sans tout un équipement digne des astronautes d'aujourd'hui. Voilà, c'était une petite réflexion en passant. En tout cas les terriens, nous voilà arrivés au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si vous avez envie de continuer notre voyage parmi les planètes de la galaxie Star Wars pour d'autres épisodes dans le genre, et bien surtout dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas bien sûr le pouce, l'abonnement, la cloche, et quant à moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les terriens.